Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode que j'ai le plaisir de pouvoir enregistrer avec Astrid, que j'ai rencontré d'ailleurs grâce à Baptiste par l'intermédiaire des réseaux. Je vous remettrai l'épisode en lien. Astrid, merci beaucoup pour cet échange qu'on va avoir et je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci beaucoup Charlène. Donc je suis Astrid, j'ai 36 ans, j'habite dans la métropole lilloise et je suis maman de 4 garçons. Henri qui a 10 ans, Martin qui a 5 ans, Gabin qui a 2 ans et demi et d'un petit ange, Louis, qui est décédé en 2019 à l'âge de 3 ans et demi. Merci pour cette présentation qui nous pose le décor. Je pense que c'est important à dire cet épisode et je vois moi ton sourire que les personnes ne voient pas. Je sais que c'est difficile de parler du décès d'un enfant, que ce soit ta propre histoire ou que ce soit à écouter. Peut-être que c'est pas le moment pour vous, auditeurs, auditrices, et c'est ok, vous pouvez y revenir plus tard. Mais c'est un partage qui se veut aussi inspirant, qui montre aussi qu'on peut se reconstruire malgré toutes les difficultés. Donc voilà, c'était ma petite introduction pour pouvoir prévenir que oui, ça peut être un partage qui est difficile, mais c'est un partage que je trouve beau. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir à l'enregistrer avec toi. Est-ce que tu veux nous partager justement un petit peu plus l'histoire de Louis, et je dirais même de votre histoire ? Oui, alors du coup, donc Louis est décédé le 30 août 2019. C'était l'été, fin de l'été. Il était avec son grand frère Henri, âgé de 5 ans à l'époque, chez ses grands-parents en Normandie. Et un incendie s'est déclaré dans sa chambre. On ne sait pas la cause de cet incendie. On pense que c'est électrique, mais on n'a jamais su et on n'a jamais cherché à savoir parce que ça remenait trop de douleur et on n'avait pas envie de faire cette démarche. Et du coup, l'incendie s'est déclaré et Louis est mort sur le coup. Henri a été juste un tout petit peu blessé, mais voilà, il n'était pas dans la même chambre que Louis, donc du coup, il a pu être sauvé à ce moment-là. Mes beaux-parents, chez qui ils étaient hébergés, ont été brûlés, et notamment mon beau-père qui a été brûlé. Alors je sais plus le pourcentage de brûlure, mais il a été grand brûlé. Il a été transporté et héliporté à l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui est spécialisé dans le grand brûlé. Donc il y avait un petit clin d'œil aussi à Louis qui était décédé. C'est beau. Donc voilà. Et nous on était dans le Nord. On allait les rejoindre le lendemain. Et c'est les gendarmes qui sont venus frapper à notre porte à 22h40 pour nous annoncer ils nous ont posé la question si nos enfants étaient bien en Normandie chez leurs grands-parents. On leur a dit oui. Ils nous ont demandé de nous asseoir, donc là où tu es, Charlène, dans notre salon. Et ils nous ont dit, voilà, il y a eu un incendie. Henri va bien, mais le petit Louis est décédé. Et le petit Louis, c'est pour ça aussi que maintenant, Louis, on l'appelle le petit Louis. C'est quelque chose qui est resté. Et tout au long depuis le 30 août 2019, Louis, maintenant, c'est notre petit Louis. C'est beau. Merci pour justement le décor et comment ça s'est passé. Tu dis justement que vous avez été prévenu par la part des gendarmes. Est-ce que tu te souviens un petit peu de votre réaction ? Si tu as envie de nous la partager, peut-être ce qui t'a ou ce qui vous a traversé à ce moment-là, où en plus du coup vous étiez qu'à 2, les enfants n'étaient pas là. Enfin, j'imagine d'autant plus l'envie d'être auprès de ses enfants et puis pour ton mari ou conjoint auprès de ses parents aussi, parce que du coup ça touche certes le petit Louis, mais ça touche aussi du coup c'était Gabin,
Non. Alors Martin c'est Martin. Alors il y avait. Puis du coup tes beaux-parents, donc il y a quand même quelque chose qui est même d'autant plus global en fait. Oui, alors du coup quand les gendarmes sont arrivés, moi je me suis écroulée par terre. Et ensuite, mon cerveau s'est mis vraiment en pause et en mode machine. On n'avait qu'une envie, c'était de rejoindre Henri qui était hospitalisé. On n'avait pas trop d'infos à ce moment-là sur savoir, parce qu'il y avait ma belle-sœur également qui était présente sur place. On savait pas dans quel état ils étaient. On savait pas, comme pour nous, il était 22h40. On s'est dit que tout le monde dormait. Enfin, on n'avait pas du tout le contexte de comment allait tout le monde. Et du coup, on a contacté nos proches, nos amis, pour qu'ils puissent nous conduire, parce qu'on n'était pas en état de conduire et surtout les gendarmes ne nous ont pas laissé conduire. Donc, on a des parents d'amis qui habitent pas très loin de la maison qui sont venus. La maman a gardé Martin, qui avait 4 mois à l'époque, en attendant que mes parents, qui eux habitent en Normandie, fassent le chemin inverse de nous, qui nous allions sur Lisieux à l'hôpital pour aller retrouver Henri. Et du coup, c'est en mode robot. Donc, je suis allée chercher le livret de famille, la carte vitale, enfin les trucs. Je sais même pas pourquoi ça m'est arrivé, dans l'esprit à ce moment-là, mais côté pilote automatique en fait, qui prend le relais de pilote automatique / un peu survie de faut faire ça. Tu dirais que tu t'es coupé de tes émotions inconsciemment, j'imagine, en termes de mécanisme de protection. Oui, tout à fait. Alors, je ne savais pas le terme à ce moment-là. Alors, ça s'appelle de la dissociation. Du coup, ce mode en mode dissociation, je l'ai gardé longtemps, même au moment de l'enterrement. J'ai pas beaucoup pleuré, j'ai pas été très émue, même si intérieurement, je pense que j'étais dévastée. Mais voilà, je l'ai gardé pendant plus d'1 mois et demi après le décès de Louis, ce mode pilote automatique. J'ai été arrêtée 15 jours. Après, je suis retournée au travail en me disant, c'est bon, j'y arrive, j'ai géré l'enterrement, parce que Romain, mon mari, lui, était plus en mode, je bloque mes émotions aussi, mais vis-à-vis de ses parents. Et en plus, son papa était hospitalisé, et entre la vie et la mort aussi. Donc il y avait plein de sujets. Et lui, il a eu ce rôle de papa endeuillé, mais également de fils, de d'aîné, quoi, et qui devait s'occuper aussi de son papa. Donc c'était un rôle qui a été compliqué pour lui et que j'ai pas forcément compris aussi par la suite, en fait. Mais ça, j'en parle dans mon livre, parce que du coup j'ai écrit un livre sur cette reconstruction, cette résilience. Et du coup j'ai repris le travail, et il a suffi en fait d'un film au mois d'octobre, mi-octobre, et j'ai regardé ce film. Alors, je sais plus trop le nom du film. Je crois que ça s'appelle Le Lion. Enfin, c'est une histoire en Inde où il y a un enfant qui perd sa famille et qui est adopté par une famille australienne, et qui cherche à retrouver sa famille, et il regarde sur Google Maps, tout au long pour retrouver. Et voilà, c'est à ce moment-là, mon cerveau a dit, c'est bon. Tu dois vivre tes émotions, tu dois reprendre ta vie, et comprendre que tu es une maman endeuillée, et que il y a des émotions que tu dois vivre et parcourir ce chemin de deuil. Donc c'est ce film qui a été en fait pour toi ce déclic à ouvrir et à accueillir tes émotions et à dire ok, qu'est-ce que je ressens. Donc jusque-là, tu dirais que tu étais toujours dans cet état de dissociation de je comprends la réalité mais sans vraiment la comprendre, et je suis en mode pilote automatique et je réalise pas totalement, quoi. Non, parce que j'ai fait toutes les démarches, parce que quand t'es parent endeuillé, tu dois faire toutes les démarches auprès de l'administration française pour dire que ton fils est décédé, le livret de famille. Du coup, maintenant, il y a la notion du décès de Louis, prévenir la sécurité sociale, la CAF, parce qu'à ce moment-là, c'était pas automatique. J'ai fait toutes ces démarches en mode automatique, en mode pilote. J'ai pas du tout vécu des émotions, on va dire, normales à ce moment-là.
Mais ouais, il a fallu ce film et du coup, là, je suis partie dans une crise. Mon mari m'a emmenée à Frontan, à Lille et du coup, j'ai été, hospitalisée pendant, 2 ou 3 jours à Frontan, qui est le centre psychologique, de Lille et là, bah, du coup, ils m'ont dit: «Bah, non, non, vous pouvez pas rester comme ça, il vous faut une petite béquille pour avancer». Donc cette petite béquille, c'était des anxiolytiques et des antidépresseurs que je n'avais pas encore pris, depuis le début. J'avais juste pris, des médicaments pour dormir un peu mieux, mais sinon c'est tout et du coup, là, voilà, j'ai dû, apprendre, à vivre avec ces médicaments et ensuite on est partis, avec, Henri et Martin, et Romain, au Maroc. J'ai des super collègues qui m'ont, offert, ce voyage, des congés donc pour pouvoir partir et on est partis au Maroc. Mais moi, j'ai pas forcément très bien vécu ces vacances parce que j'étais en mode, zombie à cause des médicaments. Malade aussi parce que, bah, voilà, je vivais mes émotions et ça me rendait malade. J'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là et voilà, et j'ai commencé du coup mon chemin de deuil. J'avais contacté l'association Vivre son deuil, 15 jours après la mort de Louis parce qu'elle avait accompagné, des cousins endeuillés également et qui m'avaient dit: «Mais c'est génial cette association». Je les avais contactés du coup, juste après et ils m'avaient dit: «Mais non, mais vous êtes trop jeune dans votre deuil, vous pouvez pas vivre, enfin, vous n'avez pas encore vécu, ces émotions et ce chemin de deuil». Et ça, je l'ai compris, bien plus tard parce qu'en fait, en mai 2020, j'ai fait une tentative de suicide, après le Covid, enfin après cette période de Covid, on va dire, de confinement, où, du coup, le Covid nous a pas permis de vivre ces premiers moments de famille, avec, l'absence de Louis, c'est-à-dire son anniversaire, donc il était né le 18 avril, et on n'a pas pu le faire parce qu'on était confinés et du coup, cette période où on était sans notre famille, sans ces rituels qui sont importants dans le deuil, ça m'a beaucoup touchée et en plus, on a vécu aussi, à nouveau un deuil avec le grand-père de Romain qui s'appelait Louis également, qui est décédé, en février. Donc voilà, plein de choses qui sont arrivées et du coup, moi, j'ai décidé de rejoindre, Louis, notre petit Louis et j'ai fait une tentative de suicide et ensuite, j'ai été hospitalisée parce que Romain et ma maman qui étaient là à ce moment-là, m'ont sauvée et du coup, j'ai été hospitalisée, heu, pour, une période un peu plus longue, on va dire, que quand j'étais, à Frontan et à la maison, Fleury à Lille, qui est un super endroit, quand on a besoin de voilà, de se recentrer sur soi-même, de parler avec une psychiatre, une psychologue, des thérapeutes, voilà et ça a été important pour moi et bon, c'est vrai que c'est un geste que je n'ai pas refait depuis, mais je pense que voilà, je suis tombée tellement bas que maintenant, je ne fais que remonter la pente, en fait et bah, par, des petits rituels qui ont été mis en place, pour vraiment vivre ce chemin de deuil, en fait. Et est-ce que le fait d'avoir eu cette tentative de suicide et de t'être approché peut-être d'autant plus de la mort, est-ce que tu dirais que ça t'a aussi recontacté à la vie grâce au fait que Romain et ta maman t'aient sauvé, t'aient tendu cette main, t'aient donné cette chance de dire: «Ben, non, reviens parmi nous, en fait, il y a encore des belles choses à vivre», malgré et avec toutes ces difficultés, avec cette tristesse, ce manque, justement du petit Louis. Est-ce que ça a eu ce côté-là pour toi ou pas du tout? Alors, je pense que pas tout de suite, en fait. Bien sûr, ouais. Il m'a fallu du temps, avant on va dire, retrouver ce bonheur. Souvent, c'est une réflexion de mon médecin généraliste qui a été super, tout au long de ce parcours, qui m'a accompagnée et qui disait: «Bah, voilà, avant de la mort de Louis, votre vie, c'était un puzzle et ce puzzle, il était en couleurs avec plein de pièces et la mort de Louis l'a chamboulé. Donc on a donné un grand coup de pied, dans ce puzzle. On a perdu une pièce et petit à petit, il a fallu que je remboîte toutes les pièces, pour, avancer et du coup, il y a des petites pièces qui se sont ajoutées. On a accueilli un chien, parce qu'on m'avait dit qu'avoir un animal, ça apportait à nouveau du bonheur dans une famille
Donc voilà, donc on a accueilli un chien. Ça m'a permis aussi quand j'étais, en convalescence d'avoir, une présence et ça m'a beaucoup aidée et ensuite, bah, il y a Gabin, notre petit bébé arc-en-ciel qui est arrivé en novembre 2021 et qui, lui, a été une grosse pièce en couleur, de ce puzzle qui m'a permis de retrouver aussi goût à la vie. Je m'étais dit que j'avais envie d'être à nouveau maman, mais pour cela, il fallait que j'arrête, tous mes médicaments, anxiolytiques et antidépresseurs. Donc il a fallu du temps. Mais voilà, ce parcours, m'a tenue à cœur et j'avais vraiment cette volonté de me reconstruire et de me dire: «Bah, voilà, le jour où j'arrête tous ces médicaments, toute cette béquille chimique, pour avancer et bah, je pense que je serai prête à être à nouveau maman, à nouveau accueillir le bonheur». Parce que c'est vrai que j'ai juste après la mort de Louis, j'ai senti des douleurs au niveau du ventre, en bas du ventre, comme un utérus qui se contracte, chose qu'une maman, connaît au moment de la grossesse, enfin des contractions et on m'a dit souvent que alors est-ce que c'est véridique ou pas? Ça, je ne sais pas, mais libre à chacun de penser, si c'est vrai ou pas, mais on a souvent dit qu'une maman endeuillée pouvait également, avoir un cancer, de l'utérus parce que voilà, cette perte était tellement forte que ça pouvait déclencher des cancers de l'utérus et du coup, c'est vrai que j'avais eu au moment de la mort de Louis des douleurs très, très fortes et j'avais besoin de sentir à nouveau cette douleur, mais pour du bonheur, du pur bonheur et du coup, l'arrivée de Gabin a été vraiment, un pur bonheur pour moi d'être à nouveau maman et c'est très important. Ça a beaucoup joué, en fait, on dirait justement cette envie d'être à nouveau maman qui t'a motivée aussi, enfin, peut-être pas totalement, mais en tout cas partiellement, à arrêter les médicaments et du coup, j'imagine à trouver d'autres béquilles. Tu parlais de béquilles tout à l'heure avec les médicaments, à en trouver d'autres ou à ne plus en avoir, du tout parce que, bah, cette convalescence était peut-être, faite et qu'après, bah, voilà, il y a aussi cette notion de temps, qui est importante, mais en faisant quelque chose de ce temps. Est-ce que cette, envie de grossesse, le fait d'être à nouveau maman, ça a fait vraiment partie de ton chemin de reconstruction? Est-ce que ça a été, alors pas un point final, parce que pour moi, un deuil ne se termine jamais. Il se cicatrise, il s'apaise. Pour moi, si on termine enfin, j'aime pas cette expression de terminer un deuil. C'est comme si on Non, mais de toute oubliait. façon, il y a pas de Voilà. point final, hein. C'est quelque chose qui est cicatrisé, dont on peut parler, comme tu le fais justement là, mais ça n'enlève pas le manque, ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas qu'on pense encore à la personne, et bien heureusement, on n'oublie pas. Mais justement, est-ce que cette grossesse a permis de... C'est pas non plus tourner la page, j'aime bien dire plutôt écrire un nouveau chapitre. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti et Oui, vécu? tout à fait, ça a été un nouveau chapitre de notre, vie, dans ma vie, dans notre vie de famille. Alors Louis, enfin, est au quotidien avec nous, hein, enfin là, j'ai une médaille avec son prénom, j'ai même sa médaille de baptême autour du cou. Au sein de la maison, il y a des photos de lui, partout, pour, Henri, mais enfin, qu'il a connu, c'était le fameux duo, parce qu'ils avaient 20 mois d'écart, donc ils étaient enfin, très, très proches. Mais même pour Martin, qui avait que 4 mois, et même maintenant Gabin, bah, quand il voit des photos de Louis, bah, c'est petit Louis. Enfin, voilà, près de la cheminée, il y a un petit autel avec des objets qui sont de Louis. Voilà, il a sa place au quotidien avec nous. Donc, oui, oui, c'est important, tous ces petits moments, c'est ces petits gestes au quotidien qui font que Louis est toujours présent. Et il n'est pas effacé de nos mémoires. C'est très important parce que d'ancrer vraiment l'enfant décédé au cœur de nos vies, parce que dans ma famille, mes grands-parents avaient également perdu un enfant euh, qui avait 5 ans. Il a été un accident, donc une mort brutale comme nous avec Louis. Et ça a été un sujet tabou dans notre famille. Après, c'est peut-être aussi l'époque où on parlait pas. Mes grands-parents n'ont pas du tout été accompagnés psychologiquement à cette époque. Mes oncles et tantes, pareil, ni ma maman. Enfin, voilà. Et moi, je m'étais dit, bah, je veux surtout pas que Louis soit oublié. Donc, j'ai mis en place plein de petits rituels. Chaque année, au moment du 30 août, on se réunit avec nos familles, nos amis. On va à la messe et ensuite on va au cimetière et on fait à la maison une petite garden party. Les premières années, on a lancé des ballons
dans le ciel. On a planté des rosiers. Il y a plein de rosiers à la maison. Du coup, c'est un par an pour son anniversaire et l'anniversaire de sa mort. Donc voilà, c'est des petits rituels qu'on a mis en place à la maison pour vraiment ancrer Louis et que la mort ne soit pas tabou. Et je veux pas que la mort soit tabou au sein de notre famille. C'est super intéressant que tu abordes ce côté rituel et encore une fois, parfois je me dis que je devrais les filmer, les interviews, parce que moi je vois ton sourire quand t'en parles, quand tu parles de ces rosiers. Enfin, on sent que c'est beau. C'est ce que je disais en fait au début de l'épisode. Oui, bien sûr que c'est difficile. Oui, bien sûr, j'imagine sans aucun doute que tu préférais que petit Louis soit là à ma place et que moi je sois pas là, je n'en doute pas. Mais finalement, il y a aussi du beau dans ces événements-là, malgré toute la difficulté, malgré toute la tristesse. Et je trouve que tu le transmets vraiment bien. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Donc, je voulais te remercier pour ça. Et justement, tu parles de ces rituels et le fait de ne pas faire de la mort un tabou, comme tu as pu le voir aussi de par tes grands-parents. Du coup, Oui. C'était ça, de par tes grands-parents. Qu'est-ce qui t'a peut-être j'ai deux questions, peut-être 2 ou 3 questions en une. Il y a le côté déjà et tu réponds à celle que tu souhaites aux 3 si tu veux, mais la première c'est du coup tu parles justement de tes enfants qui étaient déjà présents, comment faire peut-être pour en parler si tu as d'ailleurs des conseils pour d'autres personnes. Ça c'est peut-être ma première question et la deuxième est-ce que ça a été instinctif dans peut-être les jours ou les semaines, les mois qui ont suivi cette volonté immédiate de dire je veux pas te faire de la mort un tabou, je veux pas que Louis soit finalement passé sous silence. Est-ce que ça a été instinctif? Est-ce qu'il y a eu, peut-être tu parlais du film tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que justement tu n'as pas voulu faire de cette mort un tabou? Et est-ce que ça a été difficile ou pas de justement rendre cette mort non pas joyeuse, mais en tout cas plus sereine, plus apaisée et y mettre un peu de couleur pour reprendre ta métaphore du puzzle? Alors, pour ta première question par rapport aux enfants, du coup, comment leur parler de la mort? C'est vrai que Henri, du coup, qui était âgé de 5 ans à l'époque, vis-à-vis de ses camarades de classe, c'était assez difficile parce que pour eux, ils comprenaient pas la mort. Pour eux, la mort, c'est quelqu'un qui est vieux, qui est malade. Alors un enfant qui meurt, de toute façon, même pour nous, un adulte, hein, c'est une mort qui est insurmontable et impensable. Donc ça a été assez compliqué pour lui. Il a grandi un peu plus vite que ses camarades, je trouve. Il a été plus mature. Après, il a été aussi accompagné parce que, lui, il a vécu aussi le traumatisme de l'incendie. Du coup, il a été suivi par une psychiatre affrontant également et ensuite en libéral pour l'accompagner sur la gestion de ses émotions parce qu'il était en colère. C'était le survivant Ouais. par rapport à la famille, par rapport à Louis. Donc ça a été compliqué pour lui de gérer. Il était très en colère contre nous, contre moi. Ça, c'était avant ma tentative de suicide. Et après ma tentative de suicide, justement, il a été hyper attentionné. C'était un petit garçon qui était vraiment très près de moi et à mes côtés. Et par rapport à Martin et Gabin, alors Gabin, pour le moment, on parle de Louis au quotidien, donc on a un album photo avec toutes les photos des 3 ans de vie de Louis et il le regarde régulièrement et il est content, il est heureux. Et Martin, on lui lit des histoires sur la mort. Enfin, il y a énormément de livres, enfin énormément. Il y a des livres, il y a des livres à destination des enfants pour leur parler du deuil, de la perte d'un parent. C'est vrai qu'il y en a pas pour la perte d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. En tout cas, moi, j'en ai pas lu. Mais voilà, c'est important de leur parler du deuil et de dire que voilà, ça arrive et c'est pas forcément quelqu'un de vieux ou de malade. Et en plus, Martin, il a perdu son petit frère, son arrière-grand-père, et sa marraine qui est décédée d'un cancer également, 6 mois après Louis. Donc voilà, le deuil a frappé à nos portes chez nos enfants alors ils étaient jeunes, donc ils ont très vite compris en tout cas ce que c'était la mort et le deuil en tout cas. Et alors, je sais plus trop ta question. J'aurais pas dû poser trop en même temps. Quelle idée, Charlène. Par rapport... Est-ce que la notion justement de pas faire de la mort un tabou, est-ce que ça t'est venu instinctivement assez rapidement ou est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Je pense que le fait que dans ma famille maternelle, la mort de Thomas, donc du coup on l'appelle Thomas, enfin il s'appelle Thomas,
été vraiment importante. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en place dès le début, dès la mort de Louis, en disant je veux qu'on en parle. Justement, j'ai eu des moments de colère parce que nos proches n'en parlaient pas, de peur d'avoir un mot déplacé, et je leur ai dit. Alors souvent, soit je le disais, soit je l'écrivais, parce qu'à ce moment-là, j'écrivais sur mon blog, parce que l'écriture a été quelque chose de thérapeutique pour moi. Et j'écrivais, en fait, je faisais passer mes messages via mon blog, en disant que pour moi, c'était important que même si il se sentait maladroit, moi, je préférais qu'il nous parle de Louis. En tout cas, moi, je préférais qu'il me parle de Louis que plutôt qu'il soit silencieux. Et c'était important de vraiment ancrer Louis dans nos vies, dans nos échanges. Voilà, c'était très important pour moi. Donc, dès le début, j'ai dit, voilà. Et je l'avais même mis sur le faire-part de décès, en disant que ne vous inquiétez pas, je suis dans la pièce d'à côté. Voilà, vous pourrez parler de moi au quotidien. Enfin, voilà. Alors, j'ai plus le titre, enfin, la phrase exacte, mais voilà, c'était important que Louis faites comme si j'étais dans la pièce d'à côté, parler de moi. Voilà. Et du coup, ça a été bien reçu, bien accueilli, bien compris de la part de tes proches? Plus ou moins. Ouais. C'est vrai que, mais c'est plus mes beaux-parents où ça a été plus compliqué pour eux, parce qu'en fait, ils avaient aussi ce côté responsabilité, culpabilité. Bien sûr. Alors nous, depuis le début, en tout cas moi, depuis le début, pour moi, il y avait zéro responsabilité, zéro culpabilité à avoir. Je leur ai dit, même ma belle-mère qui a été hospitalisée, après la mort de Louis, je lui ai dit tout de suite, non, il y a pas de souci pour. Enfin voilà, c'est un accident. Ça aurait pu très bien arriver à la maison ou même chez mes parents. Enfin, il y a aucune responsabilité à avoir. Et du coup, je pense que ça a été compliqué pour eux de se repositionner en grands-parents, et petit à petit. Et là, maintenant, enfin voilà, on a mis les choses au clair. Le fait de lire aussi, parce que du coup, comme je le disais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Louis, l'ange de ma résilience, qui m'a permis vraiment de poser mes émotions, de poser ce que j'ai ressenti tout au long de ce parcours de deuil, qui a été avec des hauts et des bas. Ça a permis aussi d'exprimer ce que je ressentais auprès de mes proches. Romain ne l'a pas lu, mon mari ne l'a pas lu, parce que pour lui, c'est encore trop compliqué. Le moment viendra, s'il doit Voilà, venir. tout à fait. Et en fait, de toute façon, c'est ce que j'écris dans mon livre, le parcours du deuil est propre à chacun, et que ça soit les femmes ou les hommes, on a des parcours de deuil qui sont différents. Moi, je suis tombée très, très bas, mais lui, il était là à ce moment-là. C'est une question d'équilibre, en fait. Donc voilà. Tout à fait. Et ton livre sera bien sûr dans le lien en description de l'épisode, pour qu'on puisse aller le retrouver et qu'on puisse aller le découvrir. Et justement, je trouve ça intéressant que tu mentionnes l'écriture thérapeutique qui, toi, t'a aidé. En termes de ressources, on sent que ce côté, je vais dire, rituel, symbolique, a été aussi pour toi quelque chose de réconfortant, un point de repère, une béquille, quelque chose sur lequel, en fait, une présence, une autre forme de présence de petit Louis, mais qui est là aussi différemment. Je sais qu'il y a un échange qu'on avait eu ensemble et où on parlait du terme de parange, de mamange ou de papange, donc l'adjonction. Enfin, le fait de coller le terme papa et le terme ange, le terme maman et le terme ange pour les personnes qui connaissent pas ce terme, est-ce que c'est un terme qui a été, pareil, peut-être réconfortant, qui a été aidant pour toi? Alors oui, c'est vrai que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, quelqu'un qui perd sa femme ou son mari, c'est un veuf ou une veuve. Un enfant qui perd ses parents, il est orphelin. Mais il n'y a pas de terme pour désigner des parents endeuillés. Et du coup, c'est vrai, il y a cette appellation de mamange, parange qui existe. En plus, en ce moment, il y a une pétition qui tourne pour mettre ce mot dans le dictionnaire. Donc, je vous invite à la signer. Mais c'est vrai que cette appellation m'a aidée, parce que ça m'a permis de me connecter via les réseaux sociaux avec ces mamanges. Parce que c'est vrai qu'il y a, via le hashtag, j'ai pu échanger avec des mamans qui ont vécu ce deuil. Ça a été très important pour moi. J'ai également lu beaucoup de témoignages, de livres, parce que je disais aussi la lecture, ça m'a aidée également. De comprendre, en fait, par les émotions et
ce qu'elles ont vécu et comment elles l'ont vécu. Tout de suite après la mort de Louis, j'ai lu énormément de témoignages et c'est aussi pour ça que j'ai écrit parce que j'avais envie de témoigner à d'autres parents endeuillés ou à leurs proches, de comprendre en fait les émotions par lesquelles on passe en tant que parents endeuillés et la façon dont nos proches peuvent nous aider et les soutiens aussi. On parlait tout à l'heure de l'écriture, mais ce qui nous a aidés aussi avec Romain, parce qu'on l'a fait à 2 à ce moment-là, c'est l'association Vivre son deuil. On a participé à un groupe de parole de parents endeuillés. On était 8 parents qui échangeaient du coup pendant toute une année, à raison d'1 fois par mois, sur les émotions qu'on vit en tant que parents endeuillés. Et ce qui était bien dans ce groupe de parole, c'était que on était tous parents endeuillés, donc on se comprenait, on parlait le même langage. Certes, on avait des histoires de deuil qui étaient différents, mais voilà, on se comprenait. Pour moi, Romain et moi, ça nous a beaucoup aidés. Et du coup, j'invite les parents endeuillés à joindre ces associations Vivre son deuil qui aident beaucoup les parents endeuillés, mais pas que, parce qu'il y a également des groupes de parole pour même les enfants. Henri a participé à un échange avec un thérapeute sur ça. Et donc, c'est important de se faire aider et ces groupes de parole sont un bon soutien pour nous, parents endeuillés. Pareil, ça figurera aussi dans la description. Je vous mettrai le site national, sachant qu'après, il y a des antennes Tout à fait. de manière régionale et locale. Après, sinon, vous tapez Vivre son deuil, vous le trouverez tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant que tu parles de cette notion, justement, du soutien avec des personnes qui, de base, sont inconnues. Tu parlais des réseaux sociaux, le fait de trouver d'autres mamans avec ce hashtag Mamange, mais qui deviennent peut-être des proches, ou en tout cas plus proches que l'inconnu qui était sur les réseaux et qu'on ne connaissait pas de base. Tu parlais de se connecter aussi avec des personnes au même vécu, notamment par l'intermédiaire des groupes de parole où, malgré les histoires différentes, on se comprend, on parle le même langage et c'est réconfortant en fait de se dire on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes qui vivent ça. Il y a un côté normal aussi, ça permet de comprendre les étapes du deuil, ça permet de comprendre les émotions du deuil. Et justement, donc, de base, avec cette question sur l'écriture thérapeutique, on sent, et par ton témoignage aujourd'hui, on sent que tu veux donner de l'espoir et que tu partages de multiples ressources aussi pour ça, justement, ce qui, toi, t'a aidé sur ton chemin de reconstruction. Tout à l'heure, tu parlais du confinement qui a été un moment qui a été difficile pour toi parce que, justement, ça faisait partie de cette première année avec ses premières fois. Tu citais l'exemple du premier anniversaire sans la présence du petit Louis qui était pendant le confinement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été difficiles que tu as su surmonter, mais qui ont été difficiles, qui ont peut-être été On parlait de béquilles tout à l'heure, là, à l'inverse, peut-être des freins au départ dans ton chemin de deuil, des challenges qu'il a fallu surmonter? C'est vrai que le confinement, ça a été un sacré challenge pour moi parce que je suis une personne qui est très famille et le fait d'être coupée de ma famille, de mes proches, à ce moment-là, au moment où j'avais le plus besoin d'eux, de leur présence, en plus, on a dû décaler le mariage de ma petite sœur. C'était un événement heureux, qui devait avoir lieu. Du coup, voilà, on l'a décalé. Enfin, voilà, c'était tous ces freins, à ces moments familiaux, pendant le confinement et qui m'ont fait chuter, on va dire. Ouais, là où tu avais besoin peut-être de Ouais. soutien, de présence aussi physique. Enfin, je pense notamment rien qu'au fait de pouvoir faire un câlin aux gens qu'on aime, aux gens de notre famille, aux frères, sœurs, et que là, on n'a pas. Et qu'en plus de ça, au-delà du moment où le confinement a sauté, on avait moins quand même ce contact physique, tactile, et ce besoin de charnel, en fait, d'être ensemble, de se sentir présent l'un pour l'autre. Ça fait écho à ça? Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que ça a été très dur pour moi et voilà, j'ai touché le fond à ce moment-là, au mois de mai avec cette tentative de suicide en disant: voilà, j'ai besoin de retrouver Louis et j'ai besoin voilà, de m'extraire de cette noirceur qu'on a, voilà, à ce moment-là et après voilà, je me suis relevée. C'est vraiment important, c'est pour ça que je te dis on en parlait tout à l'heure, mais de donner de l'espoir aussi à ceux qui nous écoutent que, certes, je suis tombée très, très bas avec cette tentative de suicide, mais petit à petit, je me reconstruis, avec ces petits rituels, ces petites choses de la vie, ces petits bonheurs qui me font avancer
Et ce livre et ce podcast et tout ce que je fais autour de ce livre et de la sortie de ce livre, c'est aussi montrer qu'il y a de l'espoir, du soutien des personnes qui nous sont proches. Ça nous aide également à nous reconstruire et que certes, la perte d'un enfant est inconsolable, insurmontable, mais petit à petit, on peut se reconstruire, que ça soit par, comme moi j'ai eu avec Gabin, la grossesse ou enfin même j'ai changé de voie, j'étais responsable communication. Maintenant, je me suis plus tournée vers les ressources humaines parce que j'avais besoin d'empathie, enfin de montrer de l'empathie au sein de mon travail. Que ça soit aussi, donner, aux autres. Enfin, je fais partie d'associations, que ce soit l'association des parents d'élèves ou même au sein de la paroisse. Enfin, j'avais envie de donner un nouveau sens à ma vie, et me tourner vers les autres. Toutes ces petites choses m'ont permis de me reconstruire et d'avancer et aujourd'hui parler de Louis sans forcément, avoir, les yeux qui pleurent, la gorge serrée, mais voilà, d'en parler, comme tu le disais, avec le sourire et être forte, et de lui rendre hommage. Oui, tout à fait. C'est vrai que je peux avoir des moments où je suis plus fatiguée et plus triste, parce que voilà, il y a des petits rituels dans la vie qui font que ça nous fait penser à lui au quotidien, mais il y a des petites phrases, quand je vois Martin ou Gabin qui ont un t-shirt qui appartenait à petit Louis, ça me fait penser à lui. Chaque été, on va à la Baule la photo de mon livre, la couverture de mon livre, c'est Louis qui est devant le bassin du Pouliguen à jouer avec un bateau. Voilà, c'est à chaque fois qu'on y va l'été, je repense à Louis. Enfin, voilà, c'est des petites choses qui l'ancrent dans nos vies à jamais et qui... C'est intéressant que tu dises ça, justement, que finalement, un même événement ou un même souvenir peut parfois te mettre le sourire en disant ah, ça rend hommage, il est là, il est présent, pour faire écho plus à ces termes-là. Et le même souvenir, la même image ou le t-shirt, par exemple, sur l'un de tes enfants, un autre jour avec la fatigue, des moins bonnes nouvelles ou une tension quelconque, où là, pour le coup, ça va être plus un pincement au cœur. Et je trouve que c'est intéressant de le préciser parce que parfois, les personnes endeuillées dans leur chemin se disent que du coup, c'est pour ça qu'elles n'ont pas fait leur deuil, encore une fois avec des guillemets, parce que c'est pas forcément une expression que j'affectionne beaucoup, mais qu'elles n'ont pas fait leur deuil, que c'est pas OK, que c'est pas terminé, que c'est pas cicatrisé. Et je trouve que c'est pas le cas, en fait. C'est juste que la vie, elle est comme ça. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille où c'est tout, où ça stagne. Il y a des hauts, il y a des bas. Au sein même d'une journée, il y a des hauts, il y a des bas. Et un événement que parfois on vit bien, mais c'est valable dans le deuil, comme en fait dans tout, dans la vie, ou même cette émotion parfois qui va vous monter quand vous allez regarder quelque chose ou quelqu'un qui vous aurait pas monté la veille ou qui vous aurait pas monté le lendemain. Donc merci de le préciser. Oui, de toute façon, le parcours de deuil est un parcours qui est fait de haut et de bas. Donc, il y a des moments où, comme tu disais, un même événement peut nous rendre tristes ou rendre heureux. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et tout à l'heure, on parlait de ce terme justement de parange, mamange ou papange. Je sais qu'il y a un autre terme et j'aimerais bien avoir justement ton avis sur celui-là, où on parle de congé de deuil. Et j'en ai déjà parlé dans un épisode et moi, c'est quelque chose qui me... Alors, choqué, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui me surprend en fait. Parce que pour moi, le mot congé, il est plutôt associé à quelque chose d'agréable, de positif. En plus, on enregistre cet épisode logiquement au moment de l'été, même si c'est pas trop ça cette année. Mais où voilà, il y a plus ce côté farniente, le côté plaisir, loisir, joie. Et je trouve que les deux ensemble, c'est assez... je trouve ça assez surprenant d'avoir ce mot congé qui est plutôt positif et deuil qu'on sait plutôt quand même désagréable et négatif. Est-ce que c'est quelque chose sur ce côté terme qui t'a toi perturbé ou pas du tout? Ouais, je t'avoue que j'en ai jamais vraiment entendu parler de ce congé de deuil. Ouais. Déjà, ce que j'avais trouvé aberrant au moment du décès de Louis, c'est que quand j'ai perdu Louis, j'ai eu le droit qu'à 3 jours. Je trouve ça aberrant. On peut pas se remettre la mort d'un enfant juste en 3 jours. Donc ça fait partie de l'administration française. Ouais, ça a évolué depuis. Oui. Mais voilà, petit à petit. Petit à petit, oui. Déjà, il y a plein de choses qui se sont faites depuis 2019, même à la CAF, avant
avant, Louis Louis avait disparu de mon espace CAF et maintenant, voilà, c'est marqué que Louis est né en 2016 et est mort en 2019. Mais voilà, c'est des choses qui, je trouve, aberrantes. Enfin, ils ont une existence, ces enfants. Donc voilà, c'est ce côté un peu aberrant de l'administration française. T'avais l'impression qu'on essayait d'effacer quelque chose qui est gênant dans le sens où c'est pas une mort qui est logique, comme tu disais tout à l'heure. C'est comme ça que tu l'as ressenti et vécu? Tout à fait. Moi, j'ai trouvé que, en tant que maman endeuillée, j'avais été abandonnée au moment de la mort de Louis, à gérer tout ce qui est administration, aucun soutien. Alors je sais que maintenant, c'est plus le cas et que même la CAF propose du soutien psychologique pour les parents endeuillés. Ça dépend de certaines antennes locales, mais j'avais trouvé que j'avais été abandonnée et que j'avais été face à mon deuil toute seule à ce moment-là et avec aucune ressource. Et c'est pour ça que j'avais contacté l'association Vivre son deuil ou que j'avais lu des livres témoignages pour comprendre comment ça se passe, en fait. Tout à fait. J'avais lu aussi, mais c'est plus théorique et j'avais moins accroché tout ce qui est livre de Christophe André sur les étapes du deuil. Christophe Forêt André, le psychiatre sur le deuil. Ouais. Parce qu'il existe aussi Christophe André. Ouais. Tu parles de Vivre son deuil au jour le jour. Ouais. Christophe Forêt. Voilà. Mais voilà, du coup, c'est vrai que j'avais pas accroché avec ces lectures trop théoriques. Je sais que Romain, lui, il préférait parce que il est plus cartésien et moi, je suis plus littéraire et créative, on va dire. Mais c'est vrai que les lectures de témoignages de livres m'avaient vraiment apporté à ce moment-là. Oui, de te dire, justement, comme on parlait du soutien tout à l'heure avec l'association Vivre son deuil et les autres parents, justement, qui avaient aussi perdu un enfant, je suis pas toute seule, ok, les autres l'ont vécu de cette manière-là. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est ce côté où il n'y a pas de mode d'emploi du deuil. On n'a pas de mode d'emploi et justement, comme on en parle, je vais dire peu, je vais être gentille, je vais pas dire qu'on n'en parle pas parce que ça commence à changer, mais on en parle encore, à mon sens, beaucoup trop peu. Et que quand on fait face aux choses, en fait, on est complètement perdu, complètement déboussolé. On se coupe, par exemple, de nos émotions comme tu as pu le faire intuitivement. On ne contrôle pas et on ne sait pas et on est perdu. Et finalement, parfois, on culpabilise d'être perdu. Et c'est le cercle vicieux qui fait que parfois, ça vient d'autant plus compliquer notre chemin de reconstruction, alors que les choses pourraient être facilité, non pas plus simple, mais en tout cas facilité, apaisée, plus sereine et aider justement à cette reconstruction. Et merci de préciser ces deux côtés. Tu parles de l'aspect un peu plus théorique, on va dire par exemple avec Christophe Forêt, ou ce côté témoignage. Ça m'incite à nouveau à dire que le deuil est propre à chacun et que trouver vos propres ressources, peut-être que tu as donné l'exemple de l'asso Vivre son deuil, il y a peut-être des gens à qui ça parlera pas et c'est ok. Il existe plein d'autres assos. C'est vrai que ces ressources ne sont pas, comme c'est des sujets tabous, elles ne sont pas toujours mises en lumière, mais en réalité, si on les cherche, il y a des ressources qui existent. Oui, c'est vrai que ça demande dans des moments où on est vulnérable, où on est dans une fragilité émotionnelle, où on est parfois dans une fragilité physique aussi, parce que le deuil s'imprime dans le corps aussi. On n'a pas toujours l'élan, la motivation et l'énergie d'aller chercher, mais franchement, c'est juste quelques mots-clés sur Google et je vous incite en tout cas à les taper pour trouver vos propres ressources. Oui, et en plus, il y a également des groupes Facebook aussi. Moi, je sais que je fais partie de groupes Facebook où parents endeuillés, et ça nous aide aussi de se dire que on n'est pas seul face à ce deuil. Et certes, chaque deuil est unique, mais c'est important d'aller chercher du soutien ailleurs, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Astrid, pour ce témoignage. Il y a plein de choses, mais voilà, je dirais que ce côté rituel était important pour moi et j'ai beaucoup aimé. Donc, planter des rosiers, des arbres, la fleur que vous affectionnez, ou peut-être que la personne, c'est valable pour la perte d'un enfant ou de tout être cher ou être vivant, mettons les animaux avec. Voilà, c'est un geste symbolique, mais c'est quelque chose qui peut vous rappeler en fait la présence, d'évoquer le nom de la personne justement enfant ou adulte ou personnes âgées ou animales qui est décédée, justement pour continuer à la rendre présente. Tu parlais de l'exemple du petit hôtel. Il y a plein de façons de le faire, un tatouage. Enfin vraiment, la liste n'est pas exhaustive, mais de trouver votre manière de pouvoir
vous apaiser aussi dans ce deuil. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais ajouter et qui te tiendra à cœur, ou un petit mot de conclusion, tout simplement? J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que j'ai bien parlé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et en tout cas, vous dire que on n'est pas seul en tant que parent endeuillé et que il suffit d'aller chercher un petit peu ailleurs et que n'hésitez pas à, comme l'a dit Charlène, à aller voir sur Google parents endeuillés. Il y a des groupes de soutien. Voilà. Merci beaucoup Astrid pour ton temps et pour ce témoignage. Et je te dis à très vite. Merci. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.